Bonjour à toutes et à tous, je suis Olivia et vous écoutez Prime Time, le podcast dédié aux femmes qui évoluent dans le secteur qui rend heureux, le divertissement. Sur Prime Time, j'aurai le plaisir de recevoir des femmes occupant un poste dans un des différents secteurs qui composent l'industrie du divertissement, de l'animation à la série, en passant par le jeu vidéo. Chaque semaine, nous parlerons de marketing, de communication, de relations presse et public et de tout ce qui touche de près ou de loin au business dans le divertissement. Aujourd'hui, je reçois Leila Domas, Business Client Director à l'agence Derwin. Je suis super contente de vous faire découvrir son parcours. Passer de l'annonceur à l'agence, ce n'est pas commun, mais ce n'est pas un hasard pour Leila. Après un parcours brillant, elle a trouvé sa place dans une agence brillante. De cet échange et de ce parcours impressionnant, je retiens l'ambition, la valeur de l'écoute de soi et des autres, et les bienfaits d'être exigeant avec soi-même pour réussir et s'épanouir. Avec Leila, on a parlé de sport et de business, de médias et de contenu, de la vie en agence et de divertissement, bien sûr. Elle m'a également parlé de Switch Collective, un programme de bilan de compétences qui l'a confortée dans le fait qu'elle était épanouie dans son milieu pro. Mais le mieux, c'est encore de l'écouter en parler, alors tout de suite, place à la discussion. Bonjour Leila. Bonjour Olivia. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à participer à Prime Time. Je suis particulièrement ravie de t'accueillir sur ce podcast parce que tu as un parcours particulier dans le divertissement, en tout cas différent des intervenantes que j'ai eues avant toi. Et en plus, tu as commencé ta carrière chez l'annonceur et ensuite basculé vers une agence où tu évolues aujourd'hui et on va en parler. Mais ça, c'est un parcours qui est assez particulier. Donc j'ai énormément de questions à te poser. Mais d'abord, je voudrais commencer par revenir sur une notion dont tu m'as parlé quand on a préparé ce podcast, c'est l'émotion. Tu m'as dit toi-même avoir toujours eu une appétence pour véhiculer de l'émotion et que c'était une valeur qui était très importante dans le travail que propose l'agence Derwin dans laquelle tu es. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça signifie mettre de l'émotion au centre de ton travail ? C'est vrai que l'émotion, c'est toujours quelque chose qui m'a assez animée, avant même le début de ma vie professionnelle même et c'est quelque chose que j'ai retrouvé tout au long de ma carrière, dans mes expériences, autant, en médias qu'en sport, puisque l'émotion est très présente aussi dans le sport évidemment et aujourd'hui évidemment chez Derwin. Donc Derwin, on est une agence d'entertainment. Qu'est-ce que c'est que l'entertainment? On a essayé de travailler sur cette définition et pour nous avant tout, c'est du divertissement donc l'entertainment et qu'est-ce que c'est que le divertissement? C'est quelque chose qui va créer de l'émotion, chez le consommateur ou chez le spectateur quoi qu'il arrive. Donc on réutilise les codes du divertissement, donc tu vois, le film, le théâtre, le contenu de manière générale et forcément ça crée une émotion. Ça peut créer de la joie, ça peut créer de la peur, ça peut créer tout type d'émotions et c'est ça qui est intéressant. Donc c'est ce qu'on essaie au quotidien chez Derwin de faire via les créations et via les projets, que l'on présente à nos clients. Que vous faites d'ailleurs très bien, mais on y reviendra un petit peu plus tard dans ce Merci. podcast. Donc avant de commencer ta carrière, tu as fait des études d'histoire et de sciences politiques à la fac et Tout tu à as fait. continué en école de commerce pour tes masters. C'est là que tu découvres le marketing, mais aussi que tu comprends ce que tu ne veux surtout pas faire. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce parcours post-bac, ce qui t'a amené vers l'industrie du divertissement et ce qui a fait que tu savais ce que tu voulais pas faire? Ça a été très long, ce cheminement, de vie, enfin, tu vois, de vie scolaire ou en tout cas, ouais, enfin, post-bac, il a été assez long. Même finalement, moi j'ai fait un bac S, sans vraiment savoir, tu vois, ce que je voulais faire derrière et puis finalement après un bac S, boum, je pars plutôt sur des matières littéraires, c'est-à-dire que je vais étudier l'histoire et les sciences politiques à la fac, donc un petit peu rien à voir, mais je sais que pour moi, c'était un peu concret. Il y avait un truc, tu vois, de savoir, de connaissance, de compréhension aussi des enjeux, modernes qui m'intéressaient dans cette discipline. Donc je continue comme ça et puis au final, c'est vrai que très vite, je me rends compte que, après des études d'histoire particulièrement, soit je me dirige pour être, un peu chercheur, prof ou
Et puis tout ça me branchait pas plus que ça, enfin j'y voyais pas clair donc si tu veux, avec mon entourage et mes amis, on se retrouve très vite, enfin moi je me retrouve très vite à me dire: «Bon bah écoute, je vais faire un petit peu le truc un peu basique, l'école de commerce, qui va ouvrir plus de portes», sans savoir vraiment ce que c'était finalement. Et puis Mmh. donc effectivement, je découvre le marketing et la communication et les médias puisque je choisis cette majeure-là. Il y avait un petit peu un lien finalement, tu vois? Quand tu étudies des sciences politiques, souvent, bah, tu peux aller faire Sciences Po évidemment, ou tu te diriges vers des études de journalisme, ce que j'ai pas fait, mais du coup, je voulais garder un petit peu cette dynamique, communication média. Voilà et c'est comme ça que j'arrive à ça et petit à petit, je découvre des métiers que je connaissais pas et c'est vrai que je les élimine, progressivement en me disant: «Bon bah ça je veux pas, ça non je veux pas» et sans vraiment savoir, ce que je voulais donc je me suis un peu laissée porter par le flot aussi de la découverte, des opportunités et je crois que ça m'a plutôt bien servi dans l'absolu, donc c'est chouette. Il semblerait. Le sport, c'est une grande passion pour toi, tu en as parlé un petit peu, juste avant. Je crois que c'est aussi une passion familiale. Ouais. Alors en fait, j'ai 2 questions, qui découlent de ça. La première, c'est est-ce que tu arrives à faire du sport pendant ce confinement? Alors j'y arrive un petit peu et finalement, tu sais quoi? Je crois que je fais même plus de sport pendant le confinement qu'avant. Alors j'en ai fait beaucoup, très longtemps. J'ai eu un bébé entre-temps et du coup, clairement, mon temps à moi s'est réduit. Donc c'était un peu plus chaud entre boulot et bébé de trouver du temps pour moi et là, finalement, en étant à la maison, tu vois, quand tu finis la journée, bah, il y a plus le temps de transport et en fait, je gagne du temps, du coup, à me faire, des petits lives, Insta, des cours de yoga et cetera, donc je crois que j'en fais même plus qu'il y a 3 mois, quoi. Ça fait du bien. C'est clair. Et donc avec tout ça, à quel moment, dans ton parcours, est-ce que tu t'es dit que justement cette passion pour le sport, ça pouvait être aussi un avenir professionnel qui était tangible et accessible? Ça s'est fait un petit peu naturellement, donc c'est vrai que j'ai toujours été dans une famille enfin, j'ai un papa qui est complètement, dingo de F1, de rallye, de sport auto particulièrement. J'ai grandi là-dedans, il a fait des enfin, je l'ai toujours vu faire des courses, il a fait le Dakar pendant des années et cetera. Donc moi, j'ai un petit peu grandi là-dedans, ça m'a portée évidemment. Donc je pense que c'est ce qui m'a un petit peu boostée à un moment donné aussi à avoir une appétence pour ce milieu-là professionnel et puis moi j'ai découvert après les valeurs, bah, du sport business ou en tout cas du sport, enfin en tout cas en y travaillant au fur et à mesure et puis ça m'a portée et ça a créé de l'engouement et ça m'a bien plu. Mmh. Tu intègres France Télévisions alors que tu valides ton M2. Tu y restes 3 ans et ça, c'est à la régie sport sponsoring justement. Il y a un aspect business très fort dans ce que tu as fait. Est-ce que tu peux nous expliquer, ce qu'était ton poste et ce que tu y as fait précisément? Oui, un aspect business très fort puisque je suis précisément effectivement à la régie publicitaire. Donc à ce moment-là, je suis chef de pub. Je m'occupe de commercialiser les espaces publicitaires, de France Télévisions, enfin de l'intégralité des chaînes. Donc avec, tu vois, soit de la publicité traditionnelle, donc un spot de pub classique, soit effectivement du sponsoring ou des opérations, spéciales. Ça peut être autour de jeux, de programmes et cetera. Et puis, effectivement, il y a tous les programmes sport, sur lesquels je travaille particulièrement. Donc bah, sur France Télévisions à l'époque et c'est un peu toujours le cas, notamment le Tour de France, le Dakar, Roland-Garros, rugby déjà et cetera. Donc voilà, ça me crée déjà une première appétence et et je m'attache fort à ce programme-là et à ce sport en effet. Et du coup, dans cette expérience, tu as un souvenir qui est le plus marquant ou le plus cool, le truc qui t'a fait le plus kiffer, de cette expérience-là? Alors pour le coup, ce boulot-là, donc il était vraiment, tu vois, c'était vraiment commercial, et c'est pas forcément une expérience liée au sport, mais je m'occupais aussi de ce qu'on appelle les clients directs. Donc c'est les clients qui n'ont pas d'agence média et qui sont des petits clients qui se disent très vite, «Oh ben non, mais la télé, c'est pas pour moi, j'ai pas les moyens de faire de la télé» et cetera. Et moi, j'avais dans mon portefeuille du coup de clients, ces clients directs à aller voir et à essayer de séduire et puis aussi à leur montrer que France Télévisions était le panel de chaînes qui leur permettait peut-être de communiquer malgré des petits budgets et donc c'était hyper drôle. Je sillonnais un peu la France, pour le coup, pour aller voir des annonceurs, et des marques un peu partout. Donc tu vois, j'allais voir, je sais pas, des chocolatiers, en Savoie, un petit labo pharma un peu intimiste, à Monaco et donc je sillonnais un peu la France dans les trains, les avions et tout et ça c'était assez chouette, surtout en 1 job. J'avais l'impression, tu Ouais. vois, d'être un peu une businesswoman. Ça, c'est un souvenir assez cool. C'était assez et je pense que ça m'a forgée un peu d'ailleurs aussi. Ouais, ben, le 1er boulot,
ça marque un petit peu, surtout si tu as l'occasion de bouger, ça c'est sûr que c'est hyper sympa. clairement. Au bout de 3 ans donc, tu décides de partir. Qu'est-ce qui te pousse à quitter ton poste? Parce que tu fais un grand saut vers, autre chose. Est-ce que tu sais déjà où est-ce que tu vas? Ou est-ce que tu sais où est-ce que tu veux aller? Je sais pas exactement où je veux aller à ce moment-là. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'il me manque de la gestion de projet dans le boulot que j'avais chez France Télévisions. Il y avait beaucoup de négo financières, beaucoup de rencontres avec tu vois, un rapport, humain avec le client hyper intéressant, mais pas de gestion de projet. Je voulais mettre les mains plus dans le cambouis quoi, grosso modo. Mmh. Et du coup, à ce moment-là, je cible un certain nombre d'entreprises, qui m'intéressent et puis tout de suite là, mon appétence sport, tu vois, elle est là et je me dis: «Ah, ça me titille un petit peu là d'aller dans le sport» et une des entreprises, à laquelle j'envoie ma candidature, c'est Amaury Sport Organisation et puis boum, Mmh. ça match, à ce moment-là, le directeur média, me contacte à l'époque et effectivement, il cherchait quelqu'un. On se voit une fois, 2 fois, je sais plus combien de fois et puis ça marche hyper bien et donc j'intègre Amaury Sport Organisation, en tant que, chef de projet, partenariat média et promotion, enfin promotion et partenariat média. Donc c'est OK. l'entité, si tu veux, communication du groupe qui est organisateur d'événements sportifs, amateurs et professionnels. Donc là, on est en plein dans le sport. Complètement. Du coup, tu as la chance, pendant cette expérience de participer, tu m'avais dit, à plein d'événements sportifs. Est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué, sur le plan plutôt professionnel, plus que les autres, enfin un événement où vraiment tu as un souvenir en particulier? Bah, il y a 2 événements qui sont un peu les 2 mastodontes d'ailleurs, d'Amaury Sport Organisation. Déjà, il y a le Dakar. Donc en plus, tu vois, avec mon histoire familiale, avec mon père, il avait un petit peu les étoiles dans les yeux quand je lui disais: «Papa, je vais aller en Amérique du Sud, bosser sur le Dakar pendant 3 semaines et tout». Il était là: «Oh génial ma fille, c'est super». Donc là, il y avait un truc, très chouette et puis effectivement, bah, tu vas à l'étranger, c'est une aventure humaine en plus parce que tu es quand même déconnecté, potentiellement tu dors 5-6 heures par nuit, tu es dans un flow continu, tu es aspiré par l'événement, donc ça, c'était chouette et à la fois, tu vois, le Tour de France. J'avais pas forcément de goût particulier pour le cyclisme. J'y connaissais même très honnêtement rien avant d'intégrer Amaury Sport Organisation et je me souviens d'une discussion un jour avec Christian Prudhomme, qui est le directeur du Tour, qui me dit: «Tu verras, le Tour nous habite tous». Et en fait, c'est vrai ce truc, cet événement nous prend aux tripes quand on bosse en plus dessus. Et du coup, je me suis étonnée moi-même à aimer le cyclisme et à développer une sorte de passion quoi, presque pour le Tour de France quoi. Tu Et le regardes toujours? je le regarde toujours. Alors, tu vois, quand tu bosses pas dessus, pour le coup, c'est quand même en journée, donc quand tu rentres chez toi à 19h, c'est un petit peu compliqué d'avoir un créneau semaine, mais tu peux en profiter le week-end. Et donc tu restes 4 ans à ce poste de promotion et partenariat À média. peu près, ouais. Tu te crées une sorte de routine et puis tu t'installes bien. Si tu restes 4 ans, je sais que c'est que ça marche bien pour toi. Ouais, bah, à Mmh. l'époque, on me fait aussi évoluer, on me fait confiance, donc du coup, tu vois, j'évolue au sein de la direction, médias, donc c'est chouette. Il y a des recrutements aussi, donc oui, oui, ça me va bien à ce moment-là, je suis bien. Mais du coup, tu as une autre opportunité qui passe par là, Ouais. pour intégrer une équipe marketing au sein d'une marque, que tu aimes déjà beaucoup à l'époque. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça se passe ce changement? Justement, parce que tu as évolué, pendant plusieurs années, dans une boîte où ça se passe plutôt bien et puis, voilà, comment tu te sens de prendre cette opportunité et de recommencer une nouvelle aventure ailleurs? Bah, c'est vrai qu'à ce moment-là, je me sens plutôt bien. Néanmoins, ouais, ça doit faire 3 ans et demi à ce moment-là que je suis chez Amaury Sport Organisation ou 4 ans. Mine de rien, on peut se dire que j'arrivais à la fin d'un cycle, quoi qu'il arrive. D'ailleurs, j'ai souvent changé de boulot tous les 3 ans. Voilà. Mais, à ce moment-là, effectivement, j'ai une opportunité dans une maison, que j'ai toujours, pour enfin laquelle j'ai toujours porté une affection particulière, que j'ai découvert plus particulièrement en école de marketing où je m'étais toujours dit, tu vois, genre Canal, je veux y bosser un jour, Red Bull, je veux y bosser un jour, Nike, je veux y Mmh. bosser un jour et là, Red Bull me contacte, il y a un poste qui matche bien, qui est un peu différent de ce que je fais, mais j'ai pas hésité. Honnêtement, j'ai très, très peu hésité. Je crois qu'au-delà du poste, c'était la maison que je voulais intégrer, quoi. Je voulais rentrer dans la maison Red Bull, clairement. La vraie motivation. Ouais.
Donc tu changes un petit peu de métier, tu viens de le dire. Pourquoi on t'embauche? Qu'est-ce que tu vas faire chez Red Bull? Bah, alors chez Red Bull, je suis plutôt là pour la promotion et de la création, de contenu sur ce qu'ils appellent les own media de la marque. Donc Red Bull évidemment, bah, il y a le cœur du business qui est la vente de la boisson, hein, du produit, de la canette. Mais il y a Mmh. aussi tout un pan qui s'appelle Red Bull Media House et qui est vraiment toute la partie, communication, média, de la marque. Et donc moi, j'intègre plutôt cette partie-là en France et je m'occupe, des médias qui sont édités donc par Red Bull. Donc il y a déjà un magazine qui s'appelle, le Red Bulletin à l'époque, avec, son pendant, réseau social et cetera, toutes les plateformes. Et puis, la volonté à ce moment-là, c'est aussi de lancer, pardon, une chaîne de télévision qui s'appellerait Red Bull TV. Et donc super projet, énorme projet au début puisque, tu sais, c'est une boîte qui est autrichienne, donc Mmh. le headquarter comme ils disent, a la volonté de lancer la chaîne dans l'intégralité des pays, dans le monde quasiment en même temps et puis s'intéresse déjà à voir s'il y a un canal TNT dispo et cetera. Donc là, je venais travailler déjà sur toute la mise en place en amont, la négociation, éventuellement d'avoir un canal TNT et puis très vite après sinon, bah, de rencontrer tous les acteurs, de la télévision. Donc tu vois, les box, les canals, les Bouygues, les SFR, et cetera, pour voir dans quelle mesure est-ce que la chaîne peut être diffusée. Et donc, à terme, de faire la promotion des contenus qu'il y a sur ces médias-là. OK, donc vraiment, le global, du launch plus, production de contenu, de marketing Ouais, alors autour de ça. production de contenu, pas vraiment si tu veux, parce que bah, déjà quand pour une télé, moi je suis pas productrice pour le coup, donc il y avait vraiment, des gens qui produisaient le contenu, que ce soit des gens en interne chez Red Bull ou alors c'était de l'achat de produits, enfin de contenu tout fait évidemment. De prod. Et Mmh. puis sur la partie magazine, je travaillais main dans la main avec un mec qui est assez formidable qui s'appelle Pierre-Henri Camille, qui est journaliste et qui lui était vraiment rédacteur du magazine. Mais c'est vrai qu'on travaillait beaucoup de concerts tous les deux sur bah, l'émergence et la mise en avant des articles, du contenu, des interviews, des photoshoots, etc. OK, et tout ça, parce que Red Bull, donc c'est une marque, bon, que tout le monde connaît, déjà, mais surtout qui a une image qui est très, très travaillée et qui est très forte. Tout le monde connaît les petites ailes. Comment ça se passe, quand tu dois bosser au sein de justement de ces guidelines qui doivent sûrement être très, très précises? Comment tu t'organises et comment tu apprivoises tout ça? Je pense que c'est le lot de toutes les boîtes internationales, c'est-à-dire qu'effectivement, les sièges internationaux te donnent des grandes guidelines, notamment sur la marque, la brand à respecter. Ensuite, en tout cas, c'était le cas de chez Red Bull, le siège faisait très confiance au pays et au déploiement de ces guidelines en local. C'est-à-dire qu'il nous disait souvent: «Vous êtes ceux qui connaissent le mieux, ce qui plaise aux Français, ce qui plaît aux Français et comment s'adapter au marché local, donc faites, allez-y. Dès lors que vous respectez, voilà, le branding global, allez-y, faites, proposez-nous». Alors chaque année, en fait, on proposait des business plans. Tu vois, sur l'été, c'était comme ça, on proposait un business plan sur l'année que donc le siège international validait ou te demandait de retravailler. Mais grosso modo, il y avait une grande confiance en les pays, en local et donc ça, c'était très chouette parce qu'on avait tout de même le sentiment d'être assez libre et d'être force de proposition et en plus ça suivait derrière, donc c'était gratifiant. Donc Red Bull donne des ailes. Mais clairement, évidemment. C'est une grande maison en fait. Enfin pour le coup, tu vois, ASO c'était enfin Maurice Sport Organisation, c'est une grande maison et Red Bull, c'est une grande famille. Il y a un truc bah, déjà c'est un actionnariat familial, enfin, tu vois, c'est pas coté en bourse et Mmh. cetera et ce qui fait que, ouais, je crois qu'il y a un sentiment très famille qui se crée. Tu vis, et puis c'est pareil, il y a les événements aussi, tu vois? Les événements, les athlètes que tu rencontres, qui viennent au bureau, donc il y a une émulation et il y a un vrai truc, chaleureux et fort qui se crée. Qui crée aussi de l'émotion chez les employés, Bien sûr. en plus des consommateurs. Après cette expérience, dans une entreprise que tu adores initialement, puisque c'était un de tes objectifs, quand tu étais étudiante, tu décides de faire une pause, pour ce que tu as appelé un vide fertile. Je trouvais que l'expression était géniale. Tu as pu pas mal voyager, mais tu as aussi intégré un programme qui s'appelle Switch Collective. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le concept et en quoi toi ça t'a vraiment aidé à comprendre, qui tu es et ce que tu veux faire à ce moment-là? Bah, tout à fait. C'est vrai que, je quitte Red Bull parce que je pense que c'est évidemment pour des raisons plus personnelles, que pro, mais j'arrive à un truc où je suis au bout, où je suis en quête de sens. Je remets beaucoup de choses en question.
Tu vois, c'est pas du tout un burn-out, hein, c'est pas le propos, mais c'est plutôt moi, genre, il se passe quelque chose dans ma tête à ce moment-là, je me dis: «Mais je vais où? Je fais quoi? Qu'est-ce qui je suis?» presque, tu vois? Hyper existentielles les questions. Et donc je décide de faire un break. J'avais jamais fait d'année de césure, j'avais toujours été la petite jeune fille et puis la femme ensuite qui enchaîne tout, qui fait bien. Et donc là, je me dis: «Allez, c'est maintenant, j'ai pas de crédit, j'ai pas d'enfant, je fais ça maintenant». Donc je prends un peu de temps pour moi, je décide de partir voyager, en effet 4 mois. Et je me dis: «Bon, par contre, en revanche, il faut pas que je fasse n'importe quoi». Et j'entends parler à ce moment-là, effectivement, de ce programme qui s'appelle Swatch Collective, qui est une petite start-up, qui marche plutôt bien d'ailleurs, hein, qui est parisienne, qui est fondée par 2 nanas, qui étaient pas du tout dans le milieu des RH et cetera, et finalement, qui te propose un espèce de bilan de compétences plus, plus. Pourquoi plus, plus? Parce que très introspectif aussi, avec, tu vois, des tests psychologiques, beaucoup d'échanges avec, les autres membres, de ta session, et qui te fait essayer des choses. Pendant le programme, on te demande d'essayer des activités, de tester des choses auxquelles tu n'aurais jamais pensé. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Alors soit effectivement ça peut t'amener à un switch radical comme ils disent. Donc moi ça a pas abouti au résultat d'aller élever des chèvres dans le Larzac. Ça m'a plutôt confortée dans l'idée que j'étais quand même à ma place dans ce milieu professionnel-là, mais en revanche qu'il fallait que je trouve aussi, le moyen de m'épanouir sur un plan personnel, donc sur des temps et un équilibre de vie, et que c'était hyper important pour moi. C'est ça qu'en est ressorti, tu vois? Et que ma quête de Mmh. sens et mes valeurs, j'allais aussi les déployer dans autre chose. Donc c'est ce que je fais aujourd'hui, ça m'a beaucoup aidée, et je crois que enfin je le recommanderais. Clairement, je le recommanderais si surtout passer la trentaine, là où on a souvent une petite remise en question globale, c'est un bel exercice, c'est pas mal si on peut se l'offrir, c'est très cool. Donc c'est à la suite de ça qu'on arrive à ce que tu fais maintenant. Oui. Donc maintenant tu fais partie de l'agence Derwin, donc on l'a dit tout à l'heure. Il me semble qu'avant d'arriver, tu connaissais déjà Walé Badamossi, qui est le fondateur de l'agence, qui est quelqu'un que moi, à titre personnel, j'admire énormément. Je trouve qu'il a un parcours, qui est fascinant, hyper axé international et c'est un passionné de l'entertainment, donc je m'identifie énormément là-dedans. Et c'est une rencontre qui est très, très importante pour toi. Est-ce que tu peux nous raconter ça? Et est-ce que tu peux nous dire, quel est l'argument qui te fait accepter sa proposition après justement Switch Collective de rejoindre l'aventure d'Erwin? Alors Wallet, on se connaissait effectivement par le passé parce que, moi j'avais sollicité Derwin quand j'étais chez Red Bull, donc quand j'étais cliente finalement de Derwin, pour justement la promotion d'un programme, sur de l'urban exploration sur Red Bull TV. Donc c'est Derwin qui nous avait fait une opération à ce moment-là. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré Wallet. Donc on était restés en contact, de temps en temps, tu vois? Enfin, c'était pas hyper fréquent, mais de temps en temps, on se donnait des petites nouvelles, savoir comment ça allait et cetera. Et puis à un moment donné, effectivement, c'est lui qui me contacte et qui me dit: «Bon, je sais que tu veux pas faire d'agence», et c'est vrai, c'était le cas pour moi, enfin, tu vois, j'avais 32 ans, je vais je ou 30, mais non, même plus, j'avais 33 même, ou 34, et je me disais: «Mais je vais pas aller en agence». J'ai toujours fait de l'annonceur, hors de question d'aller en agence, puis j'avais un peu les stéréotypes de l'agence: «Ouais, tu bosses jusqu'à 22 heures, tu es payé au lance-pierre». Après, c'est vrai que Derwin, je savais un petit peu ce qu'il faisait et c'était chouette, mais la vraie raison pour laquelle aujourd'hui je suis rentrée chez Derwin, et la raison pour laquelle j'y suis toujours, c'est que c'est un fit d'homme, et un fit d'homme avec un grand H. Je pense que si la boîte était pas incarnée par Wallet, je serais pas chez Derwin aujourd'hui. Hem et s'il écoute, cette interview un jour, il le sait, hein, de toute façon, c'est ce que je lui dis souvent, c'est que, s'il n'était pas à la tête de tout ça, je serais pas là aujourd'hui à bosser chez Derwin. Je trouve qu'il incarne très bien sa boîte, et surtout il l'incarne d'une façon très humaine, et pour moi, c'est ça qui était important. Mmh. C'est ça qui a fait la différence, clairement. Déjà, pour la petite histoire, Wallet m'a engagée enceinte. Et clairement, c'était pas gagné pour moi de trouver du boulot, tu vois? J'étais enceinte de 2 mois à ce moment-là, donc je m'étais dit: «Bon, bah, c'est foutu, quoi. C'est foutu là, personne m'embauchera enceinte, c'est mort», et j'ai été hyper honnête dès le début. Je l'ai dit à Wallet, il m'a dit: «Ouais, bah, félicitations, super, mais ça change rien, quoi. Enfin, très bien, si tu veux continuer si tu veux, rentrer dans l'aventure, welcome». Et donc voilà, c'était parti à ce moment-là, quoi. C'est génial cette histoire parce qu'il en faudrait plus des gens comme ça. Mais ça représente bien les valeurs de Derwin au global, tu vois? Dans sa mixité, dans sa diversité, et moi je trouve, je connais pas toutes les agences du marché évidemment, mais de ce que j'en connais et de ce que j'en entends, je pense que celle-ci,
prend soin de ses talents, de ses salariés, de ses collaborateurs, et c'est important. Effectivement, c'est très important. Tu es donc maintenant directrice conseil, stratégie et business chez Darwin. C'est une agence indépendante qui est très particulière dans l'écosystème publicité et com aujourd'hui, puisque tu l'as dit au tout début de cette interview, l'entertainment, le divertissement est au centre de votre proposition créa. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les valeurs de Darwin, on a un petit peu entendu ça juste avant, mais aussi la mission globale et un petit peu ce qui drive cette agence, parce que vraiment il y a une grande différence entre vos propositions et puis les projets qui sortent de l'agence face à d'autres agences beaucoup plus classiques. Bah, alors, Derwin, aujourd'hui, c'est un groupe de communication. Plus qu'une agence, c'est un groupe de communication qui est composé de 3 activités principales. La première, effectivement, c'est l'activité d'agence créative, qui travaille autant sur des projets social media que créatifs, événements, expériences digitales. C'est, tu vois, une cinquantaine de collaborateurs, grosso modo. Et on travaille avec multitude de clients, autant des clients qui sont issus vraiment de l'entertainment. Je te dis n'importe quoi, enfin, je révèle pas de secret en disant que Netflix, par exemple, est un compte de l'agence, donc qui est un client, par exemple, très entertainment. Et puis d'autre part, un client comme Bacardi, qui a moins un cœur de métier dans l'entertainment, quoi qu'on pourrait croire. Enfin, on pourrait aussi se dire que l'alcool, ça entertain. En tout cas, nous, on apporte une réponse créative euh, avec du divertissement et de l'entertainment, quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est la première activité du groupe, c'est l'activité d'agence créative. On a également une activité de consulting où on place des collaborateurs en fait pour accompagner la transition digitale de certains clients ou médias, notamment comme France Télévisions ou Arte justement. Donc tu vois là, très très média, mais pas que, hein, avec une expertise sectorielle évidemment. Et puis enfin, la troisième activité du groupe, c'est une activité qui est un petit peu moins connue parce qu'elle a été initiée en janvier et qu'elle a été un petit peu freinée effectivement avec ce qu'on traverse en ce moment. C'est une activité de production de contenu ad hoc pour les clients, qui est gérée par le Head of Prod chez nous et qui est amené à travailler sur plein de projets prod. Ok. Donc, je ne sais pas du coup si je me suis peut-être écartée, Non, non. mais grosso modo, l'ambition autant que possible, tu vois, c'est de travailler pour les clients sur ces 3 volets, euh, autant que faire se peut. Donc en fait, ces trois axes et ces trois piliers de Darwin sont proposés chacun à tous vos clients. En tout cas, le but, c'est qu'ils connaissent tous l'offre globale Mhm. et que du coup, on puisse répondre à l'intégralité de leurs besoins ou demandes, clairement. Ok. Darwin, ça fait une dizaine d'années, si je ne me trompe pas, que ça a été fondé. Ouais, un petit peu moins, ouais. 8 ou 10. C'est ça, ouais, 8. Et 8 ans, voilà. Et ça a eu une superbe croissance. D'ailleurs, j'ai ce matin même vu un article d'une interview de Wallet qui justement parlait du fait qu'il avait été très habitué à gérer la croissance et que là, en ces temps troubles, il fallait gérer une probable grosse récession qui allait arriver, qui était très intéressant, que je mettrai dans les notes de l'épisode pour ceux que ça intéresse d'ailleurs. Mais donc, c'est quand même une superbe croissance sur les 8 dernières années. Qu'est-ce qui fait cette superbe croissance de l'agence selon toi, à part bien sûr le super travail que vous fournissez, ça c'est évident, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui un annonceur veut travailler avec vous plutôt qu'une agence plus classique? Je dirais que Derwent, c'est une agence qui va au même rythme que la société. Parfois même, et en tout cas au moment où Wallet l'a créé, je pense qu'il avait un temps d'avance. Il parlait beaucoup de brand content et donc déjà d'entertainment et d'advertising quand les autres n'en parlaient pas. Donc il a toujours eu, tu vois, une petite distance d'avance. L'objectif, c'est de garder cette distance d'avance et puis d'être toujours un petit peu innovant, précurseur et évidemment par le biais de la création, ce que font à merveille nos directeurs de création, je trouve. Ce qui fait la différence avec une agence classique, c'est qu'on a appuyé sur cette particularité-là. Et puis il y a aussi l'humain et les gens en fait qui composent l'agence, qui sont encore une fois à l'image de les clients. C'est-à-dire que il y a tout âge, il y a toute origine, il y a tout sexe, et ce qui fait que les collaborateurs consomment aussi ce qu'ils proposent. Du coup, c'est vachement plus facile de savoir de quoi on parle. Donc je pense que déjà ça fait la différence. Mhm. C'est intéressant. Tu vois, on a plusieurs nationalités dans la boîte et tout, ce qui fait que vraiment c'est intéressant. Et enfin, c'est aussi une génération qui est ambitieuse et c'est toujours ce qui compose Derwin aussi. Donc ça, je pense que c'est des points qui font que l'agence, elle va bien et qu'elle est en perpétuelle croissance et que les annonceurs continuent de faire appel à nous pour cette expertise, pour cette particularité d'entertainment. Justement, cette particularité de l'entertainment, j'aimerais bien rentrer un petit peu plus là-dedans. Est-ce que pour toi,
aujourd'hui, c'est primordial pour un annonceur d'apporter une forme ou une autre de divertissement à son consommateur? Et surtout, est-ce que c'est selon toi le meilleur moyen de créer du lien? Je suis pas sûre que ce soit, obligatoire en fait selon ta problématique. Il y a pas besoin de faire de l'entertainment selon ce que selon tu vois, selon ta problématique, ou tes enjeux. Ça dépend vraiment du client. Mais c'est Mmh. vrai que nous, ce qu'on aime dire, c'est que notre expertise, c'est de concevoir des pubs qui ne ressemblent pas à de la pub. Et entre guillemets, la pub à papa, et c'est pas du tout, je veux pas dénigrer, ce que font d'autres agences, mais je pense qu'on faut aller au-delà de ça un petit peu, parce qu'en tout cas le consommateur sait pas ce qu'il attend. Mmh. Il y a I une vraie demande, En quoi. fait, ouais, je crois que le consommateur aujourd'hui, il accepte d'être exposé à de la publicité s'il a l'impression, de vivre, de vivre un moment intéressant ou divertissant. Avec une nouvelle forme d'expérience. Voilà, et je pense qu'il accepte d'autant plus du coup de visionner une pub, que ce soit enfin, quel que soit le média, quel que soit le support, quand il a l'impression de regarder un contenu sympa. En fait, il y a une telle saturation de la communication publicitaire traditionnelle, qu'effectivement on peut perdre aussi, il faut savoir aussi déjà aller sur ces nouveaux supports, et puis les gens, ils souhaitent être divertis et plus envahis de pubs traditionnelles. Je pense que c'est là la plus-value de Darwin. Donc tu intègres Darwin, en tant que directrice de clientèle et à ce moment-là, quand tu commences, tu t'occupes de 3 comptes, qui sont des très gros comptes, de l'agence, Netflix, Spotify et Nike. Donc, pour, les plus jeunes qui nous écoutent, je pense que c'est quand même, le boulot de rêve. Est-ce qu'il y a un projet en particulier qui t'a vraiment, vraiment marqué? Moi, je sais quels sont mes projets préférés que vous avez sortis, mais toi, sur lesquels tu aurais bossé, est-ce qu'il y en a en particulier qui t'ont vraiment marqué? En fait, c'est drôle parce que c'est 3 comptes qui vont hyper vite, super vite. Il y a tellement de choses, notamment sur Netflix, parce qu'on travaille sur différents pans, pour l'annonceur. Donc il y a tellement de choses qui sortent chaque semaine que j'aurais presque du mal à te dire ce qui m'a vraiment marqué, ou en tout cas ce qui m'a le plus marqué. Heu, je me doute que tu penses à des activations Netflix, mais j'étais peut-être pas déjà sur le compte, à ce moment-là. Ouais. Mais effectivement, Netflix, il y a un terrain de jeu qui est hyper intéressant, mais que tu as aussi sur Nike et sur Spotify à la fois, tu vois? Donc c'est chouette. Je trouve qu'en fait, ce qui marque, c'est la diversité, encore une fois, de missions, de possibilités, et puis, c'est des marques qui sont, en tout cas Netflix, qui était quand même en super croissance et qui l'est toujours. Donc c'est hyper intéressant d'accompagner un annonceur, dans cette phase de croissance, Mmh. clairement. Et toi, tu as vécu, l'arrivée enfin l'ouverture des nouveaux locaux de Netflix à Paris, tu étais déjà sur le compte à ce moment-là? Ça a changé quelque chose? En fait, tu sais, leur siège Europe, sans dévoiler d'informations confidentielles, ils étaient aux Pays-Bas. Ouais, ouais, Et effectivement, Amsterdam. ils sont revenus s'installer à Paris, là, cet été. Donc oui, oui, pardon, j'étais déjà sur le compte, en effet, ouais. OK. Ça a changé, ça change plus de proximité avec les clients, donc ça, c'est quand même sympa aussi. Ça veut dire qu'on peut se voir, en réel, plutôt qu'en visio. Ça ça permet plus de flexibilité, de souplesse dans les rapports, je pense. Ouais, c'est plus agréable. C'est plus agréable, bien sûr. Du coup, on va parler un petit peu des projets justement du process, sans en dire trop, mais vous avez des projets, bon évidemment moi je suis une grande fan de vos projets pour Netflix puisque je suis une grande fan de Netflix, mais il y a donc je pense au partenariat entre Nabila, l'influenceuse et Orange is the New Black, qui avait quand même révolutionné mon Instagram, et plus récemment, il me semble que c'est plus récemment, une activation avec la marque Captain et Denis Brogniart, le présentateur de koh que j'ai trouvé absolument génialissime. C'est rigolo, c'est hyper fort visuellement et puis il y a une vraie mémorabilité. Enfin, moi, je suis capable de nommer ces annonces-là très facilement, alors qu'effectivement, on est saturé de contenu. En plus, particulièrement en ce moment, en ce temps de confinement. Mais je me demandais si vous étiez plutôt sur une force de proposition créative avec vos clients ou si c'était en grande majorité maintenant vous recevez des briefs assez précis parce qu'on vous connaît, on sait comment vous fonctionnez ou pas du tout. On a besoin de briefs précis pour enfin, c'est pas orienter la création, mais pour leur donner matière à réflexion et une bonne réflexion. La création et la stratégie ont besoin elles-mêmes d'avoir un brief précis, du moins un brief
complet, avec Mmh. toutes les informations nécessaires à la pensée et au développement de la création derrière. Maintenant, on crée toujours, enfin là, si tu veux, il y a pas de client qui arrive en nous disant: «Bah, tiens, j'ai déjà pensé à cette idée et je voudrais que vous l'exécutiez». Parce que OK. ça c'est une boîte, enfin, c'est une boîte de prod après. Donc comme on a une activité prod, on pourrait le faire aussi, tu vois? Mais en fait, la plupart du temps, et d'ailleurs tout le temps, les clients viennent chercher notre créativité. Donc quand bien même il y a un brief qui est, complet, évidemment ça laisse force de proposition à la création. Donc l'agence, c'est, un croisement entre le brain content, la pub, et le digital et vous travaillez aussi avec, pas mal d'influenceurs. Donc je parlais de Nabila tout à l'heure, mais il y en a d'autres. Est-ce que vous avez tout de suite pris la mesure de leur puissance? Et est-ce que pour vous, c'est devenu un peu un moyen, incontournable, de l'entertainment que les marques peuvent proposer? L'influence, c'est clairement devenu un véritable média à proprement parler et les marques l'ont bien compris. Cependant, je suis pas certaine que tout miser sur l'influence, surtout aujourd'hui avec, tu vois, ça crée aussi certaines polémiques autour des placements de produits et cetera, les incohérences parfois entre les valeurs de la marque et celles prônées par l'influenceur. Mmh. Ça peut aussi avoir un double tranchant. Donc en tout cas, je ne crois pas que ce soit une obligation. Évidemment, on a, nous, des experts influence à l'agence qui permettent de répondre à des briefs dans lesquels l'influence est pertinent, soit demandé par le client, soit parce qu'on estime que ça vient amplifier un message ou qu'il y a une co-création, dès le départ qui est intéressante. Mais je suis pas sûre que l'influence, doit être tout le temps présente. Enfin, je suis même sûre du contraire, en fait, pas forcément. OK. En fait, c'est important d'introduire de l'influence dans une stratégie, mais pas que. Ça peut contribuer à la croissance d'une marque et à sa notoriété, ce qui est le cas aussi des réseaux sociaux, de manière générale, de toute façon, mais je crois que ça dépend des profils, ça dépend de ton brief, il faut pas tout miser là-dessus. Bon, ça, c'est ma question préférée. J'aime bien savoir, avec quoi les gens travaillent, pour savoir si mes outils sont aussi performants qu'ils peuvent l'être. Est-ce que toi, tu as des outils préférés, des apps, enfin des applis, des logiciels que tu préfères et que tu considères que ta journée serait pas pareille sans, que tu peux nous partager? Alors nous, on est addict de la suite Google, chez Darwin, donc tu vois, Google Drive, Hangout, Google Slide, on est sur Gmail, donc on travaille vraiment beaucoup, beaucoup là-dessus, ça c'est sûr. Ensuite, moi j'utilisais un peu Slack, enfin, tu vois, notamment chez Red Bull justement, j'ai bien utilisé Slack, donc au début chez Darwin, j'ai continué à utiliser un petit peu Slack et il y a d'autres personnes à l'agence qui utilisent Trello, donc tu sais, c'est des outils, de Ouais. gestion de projet quoi qu'il arrive. Voilà, je dirais que c'est les outils principaux. Évidemment, on a après des outils de social listening ou d'analyse, mais que moi, personnellement, j'utilise pas. C'est plutôt, tu vois, nos planners ou tous nos social créatifs qui les utilisent. Et après, moi, j'avoue, j'avais un petit côté un peu vieille école, c'est-à-dire que la bonne feuille de papier avec un stylo pour ma to-do, ça me plaît bien. Ça marche aussi, ouais. Ça marche bien, ouais. Hem, Toi, tu es en charge en tant que directrice de la stratégie, tu es en charge d'une équipe de chargés de clientèle et d'account manager. Hem, je voulais savoir, parce que vous êtes, une équipe une cinquantaine de personnes en tout, heu, comment est-ce que toi tu gères le recrutement? Déjà, est-ce que c'est toi qui t'en charge? Et ensuite, c'est quoi ton approche en termes de management, pour venir à une question après qui est, comment candidater bien, chez Darwin? Alors, oui, on est une cinquantaine de personnes sur la partie agence, mais au total, avec la partie consulting, on approche même presque plus des 80. OK. Est-ce que je gère le recrutement en direct? On a en fait, hein, une RH, on a également une chargée de enfin tu vois, une head of recrutement et puis on fait appel aussi à une jeune femme, qui travaille, en externe et qui source des profils, avec laquelle on a un contrat justement. Donc si tu veux, quand on a des besoins en particulier, le 1er passage, je dirais que c'est d'abord ces 3 personnes OK. le manager, de toute façon, après, fait également les entretiens, pardon. Donc je les fais également, par défaut, forcément. Et ensuite, tu me disais, quelle est mon approche en termes de management, c'est ça, je crois? Ouais, c'est ça, tout à fait. Comment tu gères un petit peu, tes équipes, au jour le jour? C'est un vaste sujet, le management. J'ai pas toujours, tout bien fait. Hem, L'adaptabilité, je pense que c'est important. Il faut essayer de s'adapter aux gens.
Et c'est là tout le prisme, tu vois, de la communication et des attentes de l'un et de l'autre. Il faut savoir s'adapter. Tu as des gens qui ont besoin que tu sois bien plus présent, d'autres qui ont besoin d'une grande autonomie et au contraire qui te font vite, comprendre qu'ils veulent pas que tu sois sur leur dos. Donc tu essaies de t'adapter tout en disant: «Bah, OK, autonomie, mais par contre j'ai besoin que tu me fasses savoir, grosso modo, ce que tu fais, que tu me tiennes au courant et que tu m'alertes si tu as des questions». Moi, ce que j'aime bien dire, dès le début quand je commence une collaboration, c'est, voilà: «Toi, comment ça te plaît? Enfin, qu'est-ce qui te convient? Qu'est-ce que tu attends de moi?» Et puis on essaie de mettre en place des choses. De toute façon, il y a souvent, tu vois, des petites réunions hebdomadaires, quoi qu'il arrive, avec, chaque individu de la team pour qu'on se tienne au courant des projets. C'est aussi un moment individuel où tu peux parler, bah, du pro, mais parfois aussi du perso si jamais, il y a des trucs qui bloquent et cetera. Et puis voilà, c'est de s'adapter. Maintenant, je pense que je suis pas parfaite encore et tant mieux finalement, puisque au moins, j'ai de la progression. Mais c'est beaucoup d'humain, donc il faut aussi écouter les gens. Et puis tu fais des erreurs, tu apprends, et puis voilà, faut essayer. Il faut essayer, il faut se lancer. C'est ça. Tu fais aussi partie, maintenant du comité de direction de Oui. Darwin. Alors comment ça s'organise, en général, alors plutôt hors crise actuelle, tes journées entre justement ce management d'équipe, les questions de gestion d'entreprise et puis, bah, tout ton boulot, en direct avec les clients que je crois que tu continues de superviser, et même de travailler dans le dur. Tout à fait. Comment est-ce que tu t'organises avec tout ça? Alors écoute, les missions de comité de direction, elles prennent évidemment quand même moins de temps que la partie business et stratégie de l'agence. On a un comité de direction hebdomadaire, où on se réunit avec l'ensemble des membres, où on a un ordre du jour et on traite les questions et puis on se revoit évidemment, s'il y a besoin de se revoir sur des sujets particuliers. On se met des plages de travail aussi, sur, bah, des questions effectivement liées encore une fois à la direction de l'agence de manière générale, à la vision qu'elle va prendre, mais aussi à l'humain, puisque c'est toujours intéressant et important surtout. Et puis sinon, je dirais que enfin je sais pas, tu vois, s'il te faut une répartition, mais 80 de Mmh. mon temps de journée, il est quand même sur le travail, et la supervision du moins, la supervision, pardon, la supervision, de la partie, strat et business, clairement. OK. Donc 80 20. Ouais et puis ça va dépendre des sujets, tu sais, en comité de direction, on peut avoir un sujet plus particulier ou un sujet de fond qu'il va falloir travailler pendant une période particulière. Donc on s'adapte, encore une fois, l'adaptabilité, c'est le mot, le maître mot chez Darwin. Ce sera le titre de ce podcast. Une autre notion aussi dont j'aime bien parler avec les intervenantes parce que je trouve que c'est une vraie question déjà dans le divertissement, enfin dans le milieu du divertissement, encore plus, je pense, pour une agence. Euh, mais aussi, c'est une vraie notion quand on est une femme pro, c'est le networking, le réseautage. Euh, Moi, je pense que c'est très important dans une carrière, déjà pour grandir, pour apprendre, pour progresser, mais aussi pour évoluer là où on a envie d'aller. Euh, Surtout ton parcours, comment est-ce que tu as abordé cette notion? Est-ce que c'était quelque chose qui te faisait peur initialement ou pas du tout, au contraire? Et aujourd'hui, est-ce qu'il y aurait alors, des événements auxquels on aura droit d'aller quand on sera déconfiné, mais est-ce que tu aurais des événements voilà, ou d'autres axes de networking qui te permettent de faire grandir et de faire évoluer tes relations dans un milieu pro? Alors, moi, je suis pas très bonne en networking. Voilà, donc je te préviens tout de suite, je suis pas hyper forte, sur ce point-là, simplement parce que c'est pas un truc qui me plaît. En fait, j'aime pas faire semblant et du coup, j'ai beaucoup de mal à me forcer. Donc mon réseau, il s'est fait, il a grandi tout au long de ma carrière, mais avec des gens avec lesquels il y a eu une création de liens, tu vois? Pro, perso, une affinité, un truc, heu Hem, donc il s'est créé comme ça, mais en tout cas, j'ai jamais fait, je sais pas, des soirées network ou ce genre de trucs, j'ai dû peut-être en faire un ou 2, tu vois, un peu dans le sport business, par le passé, Ouais. mais je suis toujours très mal à l'aise dans ce genre de trucs. C'est pas trop mon fort. En revanche, je fais partie également d'un club des alors c'était plutôt par rapport à mes anciens boulots, mais j'y suis toujours. C'est un club des femmes du sport business. Ça s'appelle les Essentielles du sport et là, c'est un groupement de femmes, du coup, qui a des postes plus ou moins importants dans le sport de manière générale, ou en tout cas, tout ce qui gravite autour du sport, donc agence, équipementiers, annonceurs, fédés et cetera.
Et pour le coup, ça, c'est sympa, ça me plaît bien en networking, mais aussi parce qu'on se retrouve avec, bah, forcément un petit peu des valeurs, féministes, mais également, tu vois, de partage, de connaissances et puis, je sais pas, je trouve qu'il y a un truc bienveillant, c'est installé, ça va, ça me plaît bien. Après, c'est vrai que tu me demandes des événements, bah, en fait, je vais retrouver, si tu veux, un petit peu ce réseau, parisien ou un peu plus large, sur les événements, bah, sport, médias, entertain, mais c'est souvent des trucs, j'y vais parce que, je sais que telle personne est là et que je vais passer un bon moment, mais j'y vais pas en me disant: «Tiens, OK, super soirée réseau», parce que je suis pas du Mhm. tout à l'aise et pas du tout à droite dans ce genre de situation sinon. Et du coup, cet asso dont tu parles, enfin ce club dont tu parles, c'est quoi? C'est des événements un peu réguliers ou c'est newsletter? Enfin, vous vous voyez en physique ou pas trop? Si, si, on se voit. Bah, alors là, ces derniers temps, un peu moins, forcément, mais on se voit, à l'occasion de petits déjeuners ou de soirées, on peut assister à des conférences, tout ensemble. Tu vois, enfin, on avait été reçus par la maire de Paris, madame Hidalgo, il y a 2 ans ou l'année dernière, je sais plus, sur justement la place, et le rôle de la femme, dans le sport particulièrement, le sport business. Donc oui, oui, on se voit et là, on a fait, 1 ou 2 petits lives, justement, tu vois, sur Zoom, tout ensemble depuis le début du confinement. Et après, on a un petit groupe WhatsApp, on s'échange, des infos et cetera. On essaie de prendre la parole aussi de façon commune. Et ça t'a aidé, toi, dans ton parcours, d'avoir ce soutien-là? Dans ça en fait, ça m'a aidée sur l'échange, du quotidien dans nos métiers. Ouais, c'est un bon soutien, c'est un bon soutien de femmes qui sont dans des su avec des postes un peu différents, mais qui échangent sur, les mêmes problématiques, d'un secteur, d'une position personnelle aussi. Donc c'est intéressant en tout cas. Ben, justement, on a mentionné la période dans laquelle on est plusieurs fois, parce qu'on ne peut pas éviter ce sujet, qui est un vrai sujet. Comment vous vous êtes organisé chez Darwin pour gérer bah, le confinement et puis le flou artistique dans lequel on se retrouve tous, déjà par rapport à vos équipes et puis évidemment par rapport à vos clients. Et toi, est-ce que tu penses que cette crise va vraiment fondamentalement changer la société et donc que ça va nécessairement changer votre travail en tant qu'agence? Écoute, nous, je crois qu'on s'est plutôt très bien organisé chez Darwin, avec, il y a eu des trucs hyper fédérants, hyper sympas. D'ailleurs, mon mec est hyper jaloux. À chaque fois, il me dit: «Oh, c'est trop bien ce que vous mettez en place chez Darwin». Donc en fait, le modèle, il se veut à l'image de l'agence, encore une fois, humain. C'est un assemblage de talents, donc c'est le cœur. Du coup, on a continué, si tu veux, à mettre des choses en place qui étaient faites en physique et qu'on a dématérialisées. Typiquement, tous les lundis à l'agence, habituellement, on a la weekly, meeting qui se passe tous les lundis matins avec tout le monde. C'est un peu le kick-off de la semaine. Bon, bah, on continue à faire ça sur Hangout, donc on est 50, c'est un joyeux bordel. Heu, il y a des petites blagues, il y a des vannes qui sortent à droite à gauche et en fait, c'est sympa et c'est cool, ça lance la semaine, c'est très bien. Au même titre que ça, on faisait nous un truc qui s'appelle le Respect Day, c'est le jeudi soir, c'était les apéros, qu'on faisait à l'agence qui permettaient, bah, de se retrouver tous ensemble, d'accueillir les nouveaux, de dire au revoir à ceux qui partent et cetera. Donc on continue ça encore une fois en dématérialisé et on se fait des jeux. Donc on a déjà fait une soirée blind test, une soirée cours de cuisine, on a fait un loup-garou, voilà, donc ça marche bien aussi et puis ensuite, on a une super mojo officer, Lou qui est canon, gros bisous à elle si elle écoute. C'est nul ce que je viens de faire, mais non, mais vraiment c'est une nana qui est cool et qui est canon et qui nous a, dépêtrés de pas mal de situations et du coup, elle est là, dispo pour tout le monde, il y a une espèce de petite permanence où tu peux te connecter, tu sais, sur un lien Hangout encore une fois, pour, ta pause café, ta pause déj si tu es tout seul parce qu'en fait, il fallait enfin, je pense que l'enjeu là, dans ce confinement, c'était aussi de faire face à l'isolement de certaines personnes qui vivaient tout seuls, Mhm. donc ça, c'était pas facile, donc on essayait de créer ces petits moments d'échange quoi qu'il arrive et le dernier truc qu'on a mis en place aussi pour pallier au manque de liens, sur des points, un peu plus, informels qu'on avait à l'agence, on a travaillé avec une coach, qui pendant cette période difficile et malgré tous les visios et hangouts du monde, tu vois, on sentait que certains avaient besoin de parler, de se confier. Donc on a fait appel à une coach extérieure à l'agence pour que les collaborateurs puissent parler de leur bien-être, de leurs besoins, de leur travail aussi, sur des sessions individuelles, de presque 1 heure et ça marche bien. On continue d'ailleurs, puisqu'il y a des demandes. Donc ça, c'est un truc en plus aussi. Ouais, ça c'est hyper sympa pour les gens, je pense que c'est hyper important. Je crois que ça a bien plu Ouais. et que ça ouais. Et du coup, comment tu penses que ça va changer votre boulot, tout ça, toute cette période de trouble?
Bah, c'est une question hyper large, tu vois? Parce que je crois que tu me disais, comment cette crise va changer la société, Mais oui, mais j'attendais une donne-nous les heu, réponses. je ne sais pas, je ne sais pas du tout, Olivia. J'aimerais que ce soit, un regain positif, et tu vois, je suis quand même une éternelle optimiste, donc j'aime à croire qu'il va y avoir peut-être une prise de conscience, pas de confiance, une prise de conscience, que ça a peut-être permis aussi à chacun de se recentrer sur l'essentiel, de vivre parfois plus simplement aussi, sans faire de la psychologie de bas étage, mais ça fait du bien, tu vois, de prendre du temps aussi pour soi, pour lire, pour machin. Après, comment est-ce que ça va changer? Clairement, je pense qu'on va subir une crise économique assez importante. Pendant combien de temps, je ne sais pas. Il va forcément y avoir un impact sur notre business directement, potentiellement aussi, évidemment. Et ben, on va rebondir, on va s'adapter, on va le faire comme on a toujours su le faire. C'est encore une fois, hein, c'est aussi la sélection naturelle, donc comme on s'appelle Darwin, ça devrait aller, tu vois? Non, L'adaptabilité. on fait des prévisions évidemment, on a retravaillé des business plans avec, différentes options. On a la chance d'avoir une agence qui va bien, qui est en bonne santé, avec des collaborateurs motivés, donc on aime à croire qu'on va passer ça, quoi, et que potentiellement on en ressortira plus fort. Et ça vaut autant pour le pro que le perso, tu vois? Bah justement, à titre personnel, toi, comment tu vis ce confinement? Bah, écoute, pas trop mal avec un bébé, c'est un peu sport, mais ça se passe bien. Franchement, on s'en sort bien. On a installé un parc au milieu du salon, parce qu'on s'était toujours dit: «Non, jamais de parc», et puis, bah, là, c'était obligatoire. Et écoute, on se relaie, avec mon mec, pour bosser, surtout pour les call conférences, et puis écoute, ça va bien. Ça se passe bien pour l'instant, même le moral est pas mauvais. Moi, j'habite en banlieue, donc j'avoue, en plus, je subis pas, tu vois, le confinement parisien hyper lourd. Ah oui, J'ai un micro jardin et je suis très consciente d'être, excessivement, chanceuse. ouais, ça c'est cool, c'est sympa. Ouais. Ouais, 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 et c'est clairement ça fait la différence. Ouais, ouais. Donc écoute, confinement va bien, les miens, sont en bonne santé, c'est le plus important. Donc voilà. C'est ce qui compte. Écoute, super. Pour finir, je te propose, si tu veux, de me dire où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, s'il y a des gens qui ont des petites questions ou voilà, auxquelles j'aurais pas pensé ou qui veulent creuser des sujets. J'imagine sur LinkedIn. Bah, alors sur LinkedIn, oui, c'est quand même le plus simple, d'autant qu'on me retrouve sous mon vrai nom, Leïla Domas du coup sur LinkedIn, parce que sur les autres réseaux, je t'avoue que je les utilise plutôt, d'un point de vue perso, pas pro, et que du coup j'ai des pseudonymes, je suis cachée. Tout ça sera dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup, beaucoup, Leïla. C'était extrêmement intéressant. Vraiment bravo pour tout le travail que vous faites chez Darwin. Je suis une grande admiratrice. Et vraiment bravo pour vos projets qui sont géniaux. J'ai hâte de voir ce que vous allez sortir dans les mois qui viennent. Et merci beaucoup pour ton temps et ta présence. Merci à toi de m'avoir écoutée, de m'avoir proposé ce podcast, et puis écoute, bah, avec plaisir, tu viens nous voir à l'agence. Une fois qu'on a réintégré les locaux, on sera ravis de t'accueillir un jeudi soir lors d'un respect day pour boire l'apéro avec nous Eh tous. ben, j'arrive jeudi prochain. On réintègre pas les locaux tout de suite, donc attends un peu. Ok, ça marche. Merci beaucoup, Leïla, et bonne soirée à toi. À bientôt, merci. Et voilà, c'est terminé pour ma conversation avec Leïla. J'espère que ça vous a plu. Tous les liens sont évidemment dans les notes de l'épisode. Et comme à mon habitude, je vous invite à me laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast si vous avez aimé cet épisode et ceux précédents. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, Facebook ou LinkedIn pour me dire ce que vous en avez pensé et échanger sur le divertissement, le business, le marketing ou tout autre sujet qui vous paraît important. Je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous.